Parmi le spectre des gens qui ont participé à la recherche Osiris, il y a bien sûr des chercheurs et des gestionnaires de projets, des pilotes et des copilotes qui ont amené ce véhicule à destination. Au cours de cet épisode, vous entendrez, comme dans chaque épisode, Martin Bernard, éducateur spécialisé et parent d'une personne autiste, et moi-même, Pierre Lecoude, responsable de ce balado, ainsi que Catherine Théberge, une chercheuse et chargée de projet qui s'intéresse au développement des communautés rurales et qui a copiloté Osiris avec Jean-David Martel, chercheur et directeur du CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture. Eux deux nous partagent ici les résultats et les idées développées au cours de la recherche, ainsi que les avenues que pourront emprunter dans le futur les acteurs de l'insertion en milieu de travail de gens neuroatypiques. Faire un projet comme celui-là, c'est un projet où on a à la fois un véhicule puis on a une destination. Donc, le véhicule dans ce projet-là, c'est une recherche-action, c'est un laboratoire vivant, puis c'est un véhicule où rapidement on constate qu'il y a beaucoup de sièges en arrière. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes embarquées dans ce véhicule-là, puis on ne sera pas les seuls à embarquer, fait que ça fait partie du défi. Puis on a une destination quelque part, mais le chemin, lui, il est pas tracé, puis il va falloir que tout le monde convienne des arrêts qu'il va falloir faire en cours de route, des ravitaillements. Donc, pour moi, ça a été, premièrement, de prendre acte du fait que j'allais devoir conduire ce véhicule-là avec les collègues, mais faire confiance qu'on a déterminé le bon véhicule pour se rendre à destination, puis que les sièges sont là pour tout le monde. Merci pour la métaphore, Jean-David, mais histoire d'être clair, le véhicule dont tu parles, c'est la recherche Osiris, qui est en fait une recherche-action. Alors, c'est quoi au juste une recherche-action? C'est ça, une recherche-action. Donc, c'est une recherche appliquée. Donc, c'est pas une recherche où on vise à produire des connaissances strictement pour mieux comprendre une réalité, un vécu ou un phénomène social. On vise à mettre en œuvre donc, des solutions associées à cet enjeu. Donc, il y a une part d'expérimentation associée à la recherche. Donc, ça, c'est un peu une manière de résumer la recherche-action. Puis, pour nous, au Centre d'innovation sociale en agriculture, c'est fait dans un contexte d'innovation sociale. Donc, la manière d'innover, d'élaborer des solutions nouvelles à des enjeux, à des problématiques ou à des besoins qui sont sous-répondus dans la société ou pas répondus du tout, il y a plusieurs manières de faire ça. Et les laboratoires vivants, c'est un moyen en lui-même, un moyen dans lequel on place les usagers, les personnes concernées par la solution, au cœur du dispositif d'innovation pour recueillir leur point de vue, leur vécu, les amener à participer à élaborer la solution. Donc, essentiellement, dans le projet Osiris, c'est ce qu'on a cherché à faire. On a cherché à placer les personnes autistes avec tout ce que ça pouvait représenter comme défi, de les amener à réfléchir à leur vécu, puis à le verbaliser, puis à penser en termes de solutions. Mais aussi les personnes concernées, les parents, les intervenants. Donc, puisque nous, on arrivait avec une posture externe, on mobilisait donc des intervenants des différents secteurs, donc la santé, services sociaux, de l'éducation, d'employabilité à travers le projet. Donc, eux aussi sont concernés par l'enjeu parce qu'ils offrent des services donc, auprès de ces personnes-là. Qu'est-ce que vous vouliez évaluer le plus dans la recherche? C'est quoi qu'on voulait vraiment aller mesurer? On voulait d'abord explorer des environnements de travail agroalimentaire puis voir... explorer, vraiment voir les types de tâches. Est-ce que ces environnements-là qui... C'est des lieux physiques, c'est des gens, c'est des tâches, avec des organisations avec des mandats. On voulait explorer à travers ces différents milieux-là si ça pouvait être un bon match, on va dire ça comme ça, là, dire est-ce que ça pourrait convenir à des jeunes adultes qui vivent avec l'autisme? Est-ce qu'éventuellement, on serait en mesure de les intégrer dans ces milieux-là, dans ces différents contextes-là, puis de voir, oui, non, mais on sait que la vie, c'est plus nuancé que ça, et de voir un peu, ce serait quoi les conditions, finalement, là, pour le permettre. Ou si c'est vraiment pas ça, qu'on fasse ce constat-là aussi, là. Oui, c'est ça, on aurait pu découvrir aussi que ça fonctionne pas. Exactement. Ça reste que même dans des cas où est-ce que ça fonctionne pas, c'est une donnée. En recherche, c'est pas seulement des cas gagnants là, qui sont qu'on accueille. Là, souvent, on va aller explorer aussi des cas qui n'ont pas fonctionné puis essayer de comprendre pourquoi. Là.
La recherche-action, c'est vraiment de pouvoir expérimenter, de vivre finalement la proposition. Peut-être revoir les objectifs, revoir parfois, remodeler la question de recherche, tu sais, qui a été lancée, contrairement à de la recherche fondamentale où on part avec notre question, on a des concepts solides, on s'en va, puis on file en ligne droite. Tu sais, un laboratoire vivant, c'est un espace où est-ce que collectivement, c'est un safe space, là, un endroit sécuritaire où est-ce que des gens de tous horizons viennent, qui sont concernés par l'enjeu, la problématique, ils viennent contribuer à la réflexion de ce serait quoi la solution. Le fait de pouvoir s'ajuster en cours de route, oui, c'est propre à la recherche-action, mais aussi aux approches des approches d'innovation sociale. Prévoir, planifier, faire plusieurs essais de manière à arriver vers un résultat qui est de plus en plus adéquat dans sa réponse aux besoins, puis avec un produit ou un service qui est vraiment en ligne avec la réalité des preneurs à la fin, des personnes qui souhaitent que cette solution-là soit mise en œuvre. Mais c'est qui ces personnes qui souhaitent que ces solutions soient mises en œuvre? Des personnes autistes, j'imagine, mais qui d'autre peut être intéressé par le travail qui s'est fait au sein de la recherche Osiris? Bien, ça, c'est l'aspect intéressant du projet, c'est d'avoir eu une diversité d'acteurs. C'est d'avoir eu des personnes comme Martin qui portent plusieurs chapeaux à la fois, donc qui est là comme parent concerné par l'enjeu, mais qui est là comme enseignant en éducation spécialisée, donc en train de former les gens qui, sur le terrain, vont intégrer les organismes, les institutions qui offrent des réponses à ces besoins-là en partie, mais aussi qui a accepté de prendre un chapeau de chercheur dans le projet. Puis, dans toutes ces phases-là, donc du laboratoire vivant qui était de co-concevoir une solution, de réunir des gens, d'expérimenter, d'évaluer. Pour mettre en œuvre le laboratoire, quand on parle de rétroaction, c'est aussi en organisant des espaces d'échange avec les milieux d'accueil, donc les représentants des organisations des entreprises, d'organiser des espaces avec les gestionnaires, avec les intervenants aussi qui, eux, ont participé à accompagner les jeunes qui ont participé au projet dans les stages. Donc, les intéressés sont les intervenants qui travaillent avec les personnes autistes, les futurs intervenants, le monde des employeurs, les institutions, etc. Maintenant, pour en revenir aux participants autistes, quelle contribution est-ce qu'ils ont eu, eux, en plus de participer? Est-ce que eux aussi avaient le chapeau de chercheur? Ils sont quand même pas vraiment formés pour ça, ou vraiment pas formés pour ça? Oui, c'est quand même tout un défi de sonder le point de vue, le vécu de personnes pour qui la communication et les relations interpersonnelles est un enjeu, un obstacle. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu valider en croisant les points de vue, donc comme des parents, des intervenants, mais sans non plus faire l'économie de sonder les personnes elles-mêmes, quel que soit leur niveau de communication. Donc, nous, on a cherché à adapter les moyens de recueillir des données. Il y a tout aussi l'observation, donc participante donc dans un milieu de stage, le non-verbal, la manière dont la personne réussit à se déployer dans une activité de travail. Ça en dit aussi sur la manière dont l'activité répond. Il y a toujours une part d'interprétation de ce vécu-là, mais donc en recherche qualitative, on a cherché à valider via les entretiens puis les différents moyens qu'on a déployés. Mener des expériences, c'est une chose, mais après ça, de pouvoir en tirer des conclusions. Donc, il fallait, premièrement, capter du vécu, produire des données, recueillir de l'information. Fait que ça a été ça, parmi faire confiance au véhicule, c'est faire confiance que le véhicule qui a été choisi est adéquat pour adresser l'enjeu qui est là, malgré le fait que c'est effectivement un véhicule complexe, un laboratoire vivant, parce qu'on veut générer des interactions qui normalement ne se produiraient pas par elles-mêmes. Donc, on amène les gens à interagir, à se poser des questions qui, des fois, dans leur espace de pratique professionnelle, si on se place du point de vue d'un intervenant où on n'a pas le temps de se poser ces questions-là, donc on n'a pas le temps des fois de prendre le pas de recul puis de réfléchir en dehors de la boîte. Donc on voulait créer ces espaces-là d'échange, de discussion avec les gens, croiser des points de vue, forcer des interactions qui ont pas lieu dans la normalité des choses. Fait que quand on parle de boucle de rétroaction, de phases dans le projet, les phases les plus courtes, quand on a commencé avec un projet pilote, avec un milieu
à l'INAB, à l'Institut national de l'agriculture biologique, ça a déjà permis d'opérer donc, une première boucle, d'expérimenter, d'avoir donc, des mécanismes d'évaluation qui sont assez simples, recueillir feedback, d'arriver, qu'est-ce que ça dit jusqu'à maintenant d'être capable d'adapter cet environnement-là à accueillir des personnes autistes, vice-versa. Donc là, ça a permis d'après ça de faire une deuxième grande boucle. Donc, le projet n'est pas terminé parce que des boucles, on peut en opérer à l'infini pour améliorer les choses. Le projet actuel nous a permis de faire 2 grandes boucles d'expérimentation, puis après ça, on a un ensemble de données, donc de recherche qu'il a fallu prendre le temps d'assimiler, donc faire ce travail-là pour en arriver avec des conclusions, en arriver avec peut-être une question plus précise, en arriver avec une solution potentielle qui peut continuer d'être développée. T'sais. Parmi les feedbacks qu'on a eu d'intervenants qui ont participé à la recherche-action, pour eux, ils nous l'ont véhiculé comme ça, donc de dire, parmi certaines conclusions, tous les intervenants devraient participer à une recherche-action au moins une fois dans leur vie pour avoir l'opportunité de faire d'avoir des réflexions, mais des réflexions pas seules avec soi-même, des réflexions dans lesquelles on a un partage, on ouvre un espace de dialogue, on se fait des rétroactions, on a la chance d'essayer autre chose que ce que le quotidien nous permet d'essayer aussi. Donc, un élément qui est ressorti, c'est à quel point l'INAB, c'était un milieu en mort, un milieu extraordinaire pour se donner ce temps-là, se donner le temps d'apprendre, d'observer. Donc, puis, il y a un des premiers constats qui avait été nommé initialement par les intervenantes, c'est qu'il y avait l'absence de milieu d'observation. Parce que faut comprendre que les personnes vivant avec l'autisme, ils ont pas ils ont de la difficulté à se projeter. Hein? Fait que c'est pas parce que tu arrives avec un nouveau usager dans ton quotidien que tu vas être en mesure de dire, regarde, j'ai une belle opportunité là, hein, tu vas aller travailler sur une ferme. T'sais. S'il a jamais fait ça, il peut pas se projeter, il peut pas savoir s'il va aimer ça. Puis ça avait été nommé dès le départ qu'on avait consulté les intervenantes là, je me rappelle au CIUS, puis ils disaient on aimerait ça nous avoir un lieu, tu sais, parce qu'on était encore dans la réflexion du projet. Finalement, il s'est révélé être un milieu où est-ce que c'était possible pour les intervenantes de faire de l'observation, de voir si... puis le participant de tester, puis de voir s'il y avait un intérêt réel pour ce type de tâches-là, cet environnement-là. Et ce qui fait de la force de l'INAB aussi, c'est la diversité des productions, des espaces d'apprentissage qui sont déjà déployés, qui permettent de vivre des expériences ultimement, puis à des personnes de trouver leur compte, donc d'expérimenter différents types de tâches dans des environnements variés. Puis ça répondait aussi à un besoin du projet qui était d'explorer. Donc le projet était fondé un peu sur la prémisse ou l'hypothèse que les personnes autistes ayant une sensibilité accrue, qu'il y avait un petit défi de ce côté-là à les intégrer dans des environnements agroalimentaires où il y a une forte exposition aux éléments, que ce soit aux odeurs, à la chaleur, à des textures. Et là, à l'INAB, on retrouvait une grande diversité qui permettait d'explorer, mais aussi d'adapter. Donc, diversité, mais une flexibilité pour être capable d'adapter les expériences qui étaient proposées aux individus. Puis aussi, parmi les éléments du projet, comme on est parti au départ en disant on va avoir des participants, on va mettre en œuvre donc des personnes qui vont avoir le souhait de participer à ce grand projet. Il a fallu s'adapter à ces personnes-là aussi. Donc, malgré le fait qu'on visait à les intégrer dans des entreprises, dans des milieux de production plus classiques, les individus donc, qui ont souhaité prendre part au projet avaient des besoins peut-être de travailler plus en amont sur leur employabilité plutôt qu'être prêts à développer leurs compétences dans un niveau. Donc, il a vraiment fallu s'adapter aux personnes aussi. Et c'était aussi en ligne avec toute la volonté de respecter leur autodétermination dans leur cheminement. Donc, est-ce que l'INAB pourrait devenir comme une porte d'entrée de tout le monde agroalimentaire? Est-ce qu'on pourrait en tirer la conclusion que, OK, tu veux, avant d'intégrer une personne autiste dans un milieu agroalimentaire quelconque, tu vas faire 2 mois à l'INAB, puis ça va nous donner les outils pour mieux t'intégrer dans le prochain lieu? Il n'y a pas des tonnes d'INAB au Québec.
C'est quand même une particularité qu'on a dans la région. Comment on va réussir, comment on réussirait à exporter le modèle? Comment on réussirait à dire, oui, on a trouvé peut-être une formule intéressante. Comment on va réussir ça? C'est-tu quelque chose qu'il faut encore réfléchir dans une deuxième partie de projet? Bien, il y a effectivement, l'INAB est un lieu unique au Québec, mais il y a d'autres cégeps qui donnent de la formation donc en agriculture, qui eux aussi ont des fermes-écoles. Il y a d'autres types d'entreprises ou d'organisations qui ont quand même des caractéristiques similaires d'être un lieu où il y a une production qui permet de faire vivre une expérience réelle de travail, mais dans un rythme qui est plus ralenti, avec une capacité d'adaptation qui est plus grande que ce qu'une entreprise, par ses propres moyens, est en mesure de déployer. Donc, et en ce sens, parmi les constats, c'est de voir aussi comment ce lieu-là peut être un lieu de cheminement important, voire un tremplin pour des personnes autistes, sachant que des obstacles, il y en a plusieurs, puis on ne peut pas lever l'ensemble des obstacles à intégrer un emploi d'un seul coup. Donc, c'est un cheminement socio-professionnel. Puis parmi les éléments, donc parmi les éléments importants du projet, bien, sur toutes on travaillait à élaborer un scénario d'insertion. Donc, c'est quoi les étapes qu'on devrait mettre en œuvre théoriquement d'abord. Donc, vu que c'est une recherche, on a commencé par une revue littérature à réfléchir d'un point de vue théorique, bien, puis à partir d'une première phase de documentation, à aller s'entretenir avec des milieux modèles pour essayer de construire un modèle théorique. C'est quoi les étapes qu'on devrait, donc dans un monde idéal, mettre en œuvre pour intégrer des personnes autistes en milieu agroalimentaire? Donc, la création d'un scénario en plusieurs étapes. Alors, ce serait quoi la première étape, disons? On parle d'une évaluation des participants selon où est-ce qu'il est rendu. Est-ce que c'est une première expérience de stage ou de travail? Est-ce qu'il a vécu des expériences de travail en amont? Par rapport à ses expériences de travail, mais aussi comme individu, tu sais, la personne en elle-même. Tu sais, donc, d'avoir... nous, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait différentes façons d'évaluer les participants, puis ces évaluations-là, tout dépendamment du milieu d'où le participant arrivait, là, que ce soit via le CIUS, le centre scolaire, mais tu sais, chaque intervenant a ses outils d'évaluation, donc à toutes les fois, c'est un peu de recommencer la grande évaluation, de tout remettre sur la table, puis c'était des processus qui nous étaient identifiés comme étant lourds là, pour les participants. Malgré qu'on comprenait l'enjeu de confidentialité de ça, mais il reste quand même que le besoin a été nommé, puis c'est la force de la recherche qu'on a faite avec autant d'intervenants puis de gens d'horizons différents, c'est de dire, ben on veut, oui, un lieu d'observation pour évaluer, mais on veut avoir une évaluation concertée, commune. Donc, on prend un participant, puis on établit l'évaluation de cette personne-là. Puis on évite de reproduire ces processus d'évaluation-là. Donc, on en arrive à l'idée d'une évaluation commune dans le scénario. Mais il y a tout ça. Il y a l'évaluation du milieu en lui-même. Après ça, tu sais, on parlait... nous, dans le projet pilote, là, on avait développé l'outil de la fiche. Aller voir le milieu, rencontrer qui va être là, c'est quoi les ressources, quel type de tâches ils peuvent faire. Donc, tout évaluer le potentiel là, du milieu. Donc, ça, c'est quand même... intéressant. Puis, nous, on avait fait la visite de ces milieux-là avec certains des participants aussi. Donc, on avait fait une première visite, puis ensuite de ça, on a invité les participants avec soit un parent ou en tout cas avec la personne qui était responsable. Puis, ils sont venus visiter le milieu. Puis, c'était lors du projet pilote, la première phase, là. Puis, on l'a fait par après, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment à faire puis à considérer. On a l'implication des parents qui est important. Je veux dire, c'est le soutien, peu importe la forme qu'il prend, c'est ce qui permet aux participants d'être là, de venir faire son stage, puis le soutien, ça peut être autant pour se déplacer, un transport, ça peut être au quotidien à la maison pour que la personne elle se structure, elle s'organise pour venir faire sa journée de stage.
Mais aussi, nous, on était dans un projet de recherche, donc on a voulu aller chercher le pouls aussi des parents pour comprendre un peu c'est quelle vision qu'il y avait aussi de l'intégration à l'emploi, puis l'emploi, quelle place que ça pourrait prendre ou qu'ils souhaiteraient que ça prenne dans la vie de leurs jeunes. On a tenté de les impliquer, on aurait aimé les impliquer plus. C'est un constat qu'on fait, mais qui, dans la seconde phase, on souhaite leur faire une place plus grande. Là, c'est le parent qui va parler, mais je te dirais qu'il y a deux choses que je trouve qu'on a quand même bien fait. C'est que la première des choses, c'est que le parent, c'est l'expert de son enfant. Ouais. Puis, on est allé chercher quand même énormément de choses en jasant avec le parent, en discutant avec lui ou avec elle pour qu'ils nous disent des fois, justement, des compétences qu'on ignorait, des choses qu'on ne connaissait pas, qui ont pu nous partager. Puis l'autre aspect qu'on a vraiment fait attention, c'est que très souvent, les parents d'enfants autistes ou d'adultes autistes sont considérés comme surprotecteurs. Puis ça, j'ai aimé le fait qu'on ne s'est pas embarqué là-dedans parce que non, c'est que il va rester là, puis il va superviser encore, puis il y a un certain besoin de supervision jusqu'à un certain point, on s'entend, dépendamment du niveau d'autonomie. Mais ça, j'ai aimé aussi cet aspect-là, qu'on n'est pas embarqué dans la vision de « Ah, le parent, on l'écarte parce qu'il est surprotecteur. » Non, j'ai aimé dans notre recherche qu'on a laissé la place, mais on aurait aimé en laisser plus, ça c'est clair. Oui, bien c'est ça, on est allé avec des entretiens semi-dirigés pour aller comprendre, prendre le pouls des parents. On aurait aimé peut-être, comme tu dis Martin, les impliquer davantage. On apprend nous aussi là, à travers tout ça. Mais je pense qu'on a laissé la place que les parents voulaient prendre, eux. Donc le parent, il est un frein ou un levier à l'autodétermination de la personne autiste? Il peut être les deux. Bien, je pense que nous, ce qu'on a identifié dans le projet, c'est que c'est une étape importante. Il faut se questionner sur le niveau d'implication du parent, de garder la personne autiste au cœur de sa démarche, mais pas passer à côté, donc de se questionner sur quel rôle, quelle place, puis comment le parent peut être facilitant puis contribuer à la démarche. Dans le fond, ça fait partie de l'éventail des données qu'on doit aller chercher en début, j'imagine. L'apport du parent, sa relation avec son jeune, puis toutes les connaissances qu'il a. Fait qu'il faut en tenir compte, si je comprends bien. Là. En tout cas, moi, comme parent, j'aimerais bien ça qu'on me consulte à ce niveau-là, sans dire que je prendrais la place. Mais je pense qu'il y a des choses que je peux amener à un projet de recherche dans une situation de même. Donc, une fois qu'on a bien identifié qui est la personne qu'on veut intégrer, quel est le milieu qui veut l'accueillir, quel est l'environnement de cette personne-là, on est rendu où dans les conclusions de la recherche? Bien, en fait, nous, on a ajouté des petites étapes avant là, le jumelage, parce qu'idéalement, si on en arrive à... On a visité, on veut voir si c'est un fit, on a toute une évaluation un peu en amont de tout ça. Mais l'idée, c'est que nous, on a comme ajouté l'étape de ce qu'on appelle la formation multipartie avec l'ensemble des partenaires, parce qu'on est dans un processus de recherche. Donc, c'est sûr que notre processus il est collé à la recherche. Mais c'est l'importance d'avoir un langage commun, de se comprendre, de comprendre qu'est-ce qu'on fait, vers où on veut aller, puis de le penser, collectivement. On a fait beaucoup d'ateliers d'intelligence collective là, à travers ce projet de recherche-là, mais c'est vraiment pour le penser, valider, comprendre quelles seraient les étapes, qu'est-ce qui est important, sur vraiment les éléments là, qu'on ne pouvait pas lâcher. Mais toute cette conception-là, ça l'amène quand même les gens à être au même niveau en termes de compréhension de ce qu'on veut faire puis comment on veut intégrer nos participants dans les différents milieux. Quand on accompagne une personne autiste ou à intégrer un environnement de travail pour l'aider à cheminer dans son insertion socio-professionnelle, il y a une part d'accompagnement qui vient. Donc, on ne fait pas juste lui ouvrir cet espace-là, l'envoyer en stage. Donc, il y a une part d'accompagnement. Pour faire cet accompagnement-là, le milieu qui accueille, qui reçoit, doit aussi apprendre, doit aussi développer ses connaissances par rapport à l'autisme, mais aussi par rapport à la personne. Donc, elle doit en partie être formée pour bien jouer son rôle d'accueil et de supervision. Mais
les intervenants qui agissent, qui accompagnent dans ce milieu-là pour la période transitoire, le temps que la personne intègre, s'adapte à cet environnement de travail, ben, si elle veut bien faire son rôle, il faut aussi qu'elle soit formée en lien avec le milieu. Il faut qu'elle acquiert un minimum de formation parce qu'elle va jouer un rôle donc, de découpage de la tâche, d'être capable de venir adapter, de venir identifier. Donc, si elle ne connaît pas l'environnement de travail, si elle ne connaît pas la nature de la tâche, ben, donc, il faut quelque part qu'il y ait du temps d'échange, des moyens qui soient mis en œuvre pour que l'un et l'autre puissent se former par rapport à la réalité. Donc, que l'intervenant apprenne c'est quoi l'agriculture, parce que s'il doit jouer un rôle de formation, d'accompagnement dans l'apprentissage, ben, elle va être bien mal placée si elle ne connaît pas la tâche que la personne qu'elle accompagne doit apprendre. Puis vice-versa, ben, le superviseur qui va prendre le relais, parce que c'est une question de transition dans ce cas-ci, ben, si elle ne connaît pas l'autisme puis elle n'a pas développé un minimum de réflexes, puis il y a l'autisme au sens large, mais il y a la personne autiste en elle-même qu'elle accueille. Donc, ce relais-là de transition, il y a un besoin de formation de part et d'autre pour mettre en œuvre une démarche qui soit un succès, finalement. Il s'est créé quand même quelque chose là, de rassembler plusieurs partenaires autour d'une table. Je vais parler du comité de pilotage. Qu'est-ce que ça a créé, selon vous autres, d'asseoir à la même table des partenaires comme ça? Je pense que ça a créé une opportunité unique de développer des collaborations. Parmi les prémices du projet, il y a aussi le constat qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent dans le cheminement socio-professionnel des personnes autistes et des personnes au sens large. Donc, il est question, donc on parle des fois de transition école, vie active. Donc, vraiment, les jeunes arrivent du milieu scolaire. Déjà, parmi les obstacles qu'ils rencontrent, parfois, ils bénéficient de services du secteur de la santé, services sociaux, puis éventuellement, ils veulent intégrer le marché du travail. Donc là, il y a toutes sortes, il y a des intervenants, des organismes en employabilité qui sont là pour les aider, puis travailler avec les entreprises aussi, donc sans compter la famille, le milieu immédiat qui supporte. Donc, tous ces gens-là sont autour et jouent un rôle. Donc, ils ont des opportunités d'échange, ils se concertent dans des espaces, mais là, nous, on leur a donné une occasion, donc via un projet, de travailler ensemble d'une manière différente. Puis le comité de pilotage a été un de ces espaces, donc d'échange et de co-construction entre les acteurs pour échanger, mais aussi en apprendre plus sur les uns et les autres, donc à mettre en œuvre cette solution-là, à mettre en œuvre des stages, à se poser la question comment on peut permettre à plus de jeunes de vivre des expériences professionnelles en agroalimentaire, peu importe qu'ils soient encore en milieu scolaire, qu'ils fréquentent des services du CIUS ou au contraire qu'ils soient à cogner à la porte de l'employabilité. Ben, le comité de pilotage a été une occasion pour eux de travailler ensemble puis de développer un projet, mais un langage commun aussi autour de ça. Donc, parmi les feedbacks qu'on a eus, c'est vraiment la capacité d'approfondir la compréhension de chacune des organisations, de comprendre, en découpant, donc en leur présentant, nous, un modèle théorique, une idée de dire qu'est-ce qu'on pense sur une base de recherche initialement dans le projet que devrait être le chemin à parcourir pour permettre à ces gens-là d'intégrer. C'est quoi les différentes étapes qu'on devrait mettre en œuvre? Les intervenants ont échangé, de dire, OK, l'évaluation des participants, comment on le fait, nous, de notre côté? Comment vous le faites de votre côté? L'évaluation de milieu, est-ce que vous le faites de votre côté? Jusqu'où vous le faites? Comment? Donc, et ça a généré des opportunités d'approfondir leurs échanges, mais aussi de se questionner sur leurs pratiques, puis réaliser que certaines organisations arrivent à mieux faire certaines étapes, sont mieux outillées. Il y a d'autres organisations qui sont moins bien outillées pour faire certaines des étapes qui sont idéalisées, au sens où dire, dans un monde idéal, on mettrait en œuvre toutes ces étapes-là adéquatement, on prendrait le temps d'évaluer les milieux adéquatement avant de proposer des expériences de travail, notamment. Différentes écoles adaptées de la région de Victoriaville, on a eu une collaboration avec la Myriade, mais aussi avec le CEFER qui a été impliqué dedans, qui, eux, jouent un rôle actif dans déployer la transition école-vie active, cette démarche-là auprès des jeunes. Le CIUS, bien évidemment, donc, qui déploie les plateaux de travail socio-professionnels pour les personnes qui ont des limitations, mais aussi donc, le Centre externe de main-d'œuvre, donc le CEMO, qui, lui, joue ce rôle-là. Donc, c'est les trois intervenants de secteurs différents qui, ensemble, chacun contribue, joue un rôle, mais là, on leur a donné une opportunité de réfléchir, puis ça fait partie aussi des objectifs de la prochaine phase du projet. Donc là, on a expérimenté ensemble
en utilisant l'agroalimentaire comme motif premier, comme excuse, mais après ça, donc dans une prochaine phase du projet, de réfléchir, la question de trajectoire socio-professionnelle. Donc oui, c'est une chose de déployer des expériences, puis d'ouvrir des milieux, mais après ça, comment un individu peut cheminer à travers l'intérêt en agroalimentaire, d'expérience en expérience, pour être capable de faire ce cheminement-là. Donc, pour éventuellement espérer intégrer un emploi, sachant que pour quelqu'un avec des limitations, cheminer, ça se fait à un rythme qui lui est propre, finalement. Ça se fait pas au même rythme que tout le monde, puis tenir compte de ses besoins qui lui sont spécifiques, là. Ensuite de ça, on en arrive à la stratégie d'intervention adaptée, qui est comme un peu, c'est de prendre le participant là où il y est rendu. Quand on parle en amont d'évaluation, de comprendre un peu c'est quoi ses expériences, l'idée, c'est d'arriver puis de dire, bon, voici le participant, c'est quoi ses expériences, où est-ce qu'il veut aller, comprendre un peu plus ça. Puis de définir où est-ce qu'il est rendu. S'il n'a jamais fait d'expérimentation de travail ou de stage, on va être vraiment plus en pré-employabilité. Là. On va être même dans l'apprentissage, juste de la routine pour venir faire son stage. Là. Donc, l'évaluation de ses compétences, on n'est pas là dans sa rentabilité, puis s'il est capable de suivre une tâche. Il faut d'abord qu'il arrive à l'heure, qui arrive à l'heure. Puis, à l'inverse aussi, les personnes autistes qui sont très autonomes, puis motivées, puis prêts à l'emploi, pour qui, ça sera pas nécessaire de déployer Exactement. tout un certain niveau d'accompagnement, vers qui on peut rapidement proposer une expérience dans un environnement qui va correspondre plus à ce qu'on s'attend d'une personne, mais avec qui il va falloir faire un accompagnement pour identifier les quelques éléments qui feraient en sorte que ça accrocherait puis qu'ils ne puissent pas réussir à s'adapter à l'environnement, de s'assurer de faire cet espace-là de médiation avec l'environnement de travail, avec le superviseur pour identifier les besoins d'adaptation. Donc, il y a des étapes dans le scénario qui peuvent se faire plus vite ou qui peuvent être, je ne veux pas dire passées, mais en tout cas qu'il faut qu'on regarde et qu'on se dise, là, cette personne-là, on peut aller très rapidement sur Ça peut être acquis déjà. Oui, ça peut être déjà acquis. Mm-hmm. Un coup qu'on a situé un peu le participant, où est-ce qu'il en est, on essaie de voir un milieu pour lequel il y aurait de l'intérêt, donc de faire le fameux jumelage qu'on appelle, là, puis de voir en fonction du participant là où il est, puis le milieu, qu'est-ce qui est disponible, quelles sont les tâches qui peuvent être réalisées, les besoins du milieu. Là, on essaie de faire ce jumelage-là pour s'assurer que ce soit gagnant-gagnant. Là. Le jumelage, concrètement, ça peut être aussi d'identifier que le participant il est prêt à s'investir, mais pas plus que 2 journées par semaine. Donc, les blocs de travail doivent être découpés parce que juste s'adapter d'un point de vue sensoriel à l'environnement, donc ça va lui demander un certain niveau d'énergie et d'effort. Puis se retrouver de l'autre côté, dire, moi, comme employeur, je suis pas prêt à m'investir, à accueillir, à adapter mon horaire de travail pour quelqu'un qui va faire moins que 4 jours semaine. Donc là, c'est vraiment d'identifier c'est quoi le match, le win-win, donc de part et d'autre, pour faire en sorte que le besoin de l'employeur et de la personne puisse être répondu. Ensuite de ça, on a l'étape de la préparation des outils d'apprentissage. Dans le cadre du projet, on a travaillé beaucoup par approche qu'on appelle le modeling, là, la modélisation. Mm-hmm. Donc, justement, là, l'apprentissage, comment on réalise une tâche. Jean-David parlait de découper les tâches. Là, dans le fond, habituellement, tu peux dire aux gens, voici, on va cueillir des fraises. Mais pour certaines personnes, cueillir une fraise, c'est pas si clair que ça. Donc, tu as tout le niveau de est-ce qu'elle est mûre? Es-tu prête à être cueillie? Dans quel contenant? J'en fais combien? Là, c'est exponentiel là, de précision pour certains. Pour d'autres, c'est plus simple. Donc, dans le cadre du projet, surtout au début, au projet pilote, là, on faisait beaucoup de l'approche par modeling. On prenait une fraise mûre, on la mettait dans le plateau, on mettait un nombre de casseaux, puis la personne elle partait, puis on y allait comme ça, puis elle voyait qu'est-ce qui était mûr, qu'est-ce qui était bon, ce qui était pas bon, tu sais. Puis c'est un exemple, mais toute cette approche-là, là, dans tout l'ensemble des possibilités de tâches, c'est de voir justement comment on fait la tâche, qu'on la découpe,
dans quel niveau de précision on va aller. Pour ça, il y a différentes approches là, qui ont été utilisées. Là. Il y a le modeling que je parlais, là, mais l'approche Teach, puis de découper des espaces de travail. Puis... Ben, ce côté-là, c'est le cœur de ton travail, Martin, comme éducateur spécialisé, donc de... Oui, l'utilisation du tableau blanc, tenir compte de toutes les sensibilités, prendre des photos. Exemple, les bleuets, c'était complexe. Donc, les bleuets, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris des photos. À partir du moment où on voyait du vert, non, il y avait comme un X, on le prenait pas. Pour peser parce qu'on a fait des sacs dans le conditionnement où est-ce que c'était 600 grammes, on mettait le 600 grammes sur un tableau blanc à côté de la pesée. Il y a eu beaucoup d'adaptations là-dedans pour nous permettre que nos gens ils fassent leur tâche. Puis on les accompagnait, comment les classer dans le congélateur. Bon, on croise nos sacs. T'sais. Il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a découvert parce qu'on a été coachés aussi, parce que pour nous autres, du conditionnement comme intervenant, on n'avait jamais fait ça. Donc, on a eu des gens de l'INAB qui nous aidaient. Puis nous autres, on amenait nos compétences d'intervenants. Ça donnait que plus ça allait, plus nos gens étaient autonomes, ils étaient capables de faire leurs tâches. Puis les adaptations, on les utilisait, mais moins avec le temps, parce qu'il y avait certains automatismes qui étaient développés. Puis ce découpage-là, souvent, c'est un niveau d'investissement que l'entreprise, l'employeur, n'est pas prêt à faire face à un employé, mais qui, une fois que la séquence de travail a été établie, que la personne bénéficie du support dont elle a besoin pour intégrer cet environnement-là, le travailleur, après, la personne autiste, une fois que c'est appris, puis est capable de la mettre en œuvre. Donc, un peu à travers le projet, ce que c'est démontré aussi, c'est quel accompagnement est requis pour être capable de soutenir la personne. Donc, les personnes autistes nous ont démontré la capacité de s'adapter aux environnements agroalimentaires et aux environnements agroalimentaires qui ont été explorés, de répondre aux besoins des personnes autistes, mais par le biais d'un accompagnement adapté à leurs besoins. On en est venu à la conclusion que c'était payant, finalement, de bien prendre son temps à décortiquer la tâche puis à trouver la bonne façon de l'enseigner pour chaque participant. Oui. Faut jamais oublier qu'on est passé d'un participant d'une demi-heure de présence accompagné à une autonomie où est-ce que là, son accompagnatrice le dépose à l'INAB, il rentre, il dépose ses choses dans la case, il s'en va à la salle de conditionnement, il est capable de commencer son travail, de faire sa journée et de quitter. Donc, le temps, prendre le temps, les fameux 3 mots qu'on dit, le prendre le temps, c'est payant à long terme, mais c'est un peu la difficulté chez les employeurs, puis chez les agriculteurs, ça va peut-être, ça c'est une hypothèse, ça va peut-être être un défi de dire je prends le temps, mais éventuellement ça va être payant. C'est ça un peu qu'il va falloir être capable de transporter dans ce projet-là, se donner du temps, puis comme je le dis souvent, des fois c'est peut-être 40% de tâches que cette personne-là fait, mais c'est 40% de plus que tu n'as pas à faire. Puis des fois, ce sera 50%, 60%, mais si l'agriculteur comprend que c'est 60% qu'il n'y a pas à faire, c'est wow. Puis quand on parle avec les gens de l'INAB, ils sont très rapides à nous dire que si les personnes autistes n'étaient pas à l'INAB pour faire le conditionnement et tout le travail qu'ils font, ils seraient en difficulté dans certaines situations. On a notre réponse. Quel pitch de vente, hein? C'est incroyable. Fait qu'il nous manque encore quelques morceaux du scénario. Oui. Donc, on a parlé d'adaptation de l'environnement. Donc, tu parlais d'atténuation parce que l'adaptation à l'environnement, on s'est rendu compte que c'était vraiment minime par rapport à ce qu'on pensait initialement. Au départ, on avait dit on pourrait faire des espaces, puis vraiment, là, on voyait quasiment un scénario là, avec un gros déploiement de matériel. Des coquilles, des vignettes fumées, puis... Ah oui, puis des espaces là, dédiés, puis puis là, tout ça, on se rend compte que finalement, c'est... on l'a vécu, mais on l'a structuré. Dans le fond, on a donné la chance... Le fait que c'est l'INAB, il y a des gens, des fois, qui avaient juste à quitter la salle où est-ce qu'il y avait tous les étudiants à cause que c'était trop... il y avait trop de bruit. Moi, je me rappelle d'une fois où il y avait un congrès
ben il y a eu beaucoup, beaucoup d'anxiété chez un de nos participants. Puis à ce moment-là, on le sentait, là, et ça allait pas. Là. Puis on lui a juste dit « Veux-tu entrer en dedans? C'est tranquille en dedans. » Il s'est levé, il est rentré en dedans, puis bon, l'anxiété a diminué. Mais je pense que l'aménagement, on en a fait, ouais. mais pas nécessairement dédié. Où est-ce qu'on a dit, on a un local dédié pour une détente ou reprise en main? On n'a pas fait ça. Donc, ultimement, ce qui est ressorti versus adapter complètement l'environnement, ben, comment l'exposition graduelle peut générer un changement, puis faciliter un apprentissage, puis un cheminement pour être capable d'apprendre à fonctionner dans un environnement qui autrement serait trop stimulant, puis te poserait obstacle. Hein. La vie adulte, souvent, on utilise en tant que société l'image sauter en bas du nid, ou le défi aussi, c'est de voir comment on fait ça graduellement, sauter en bas du nid. T'sais. Et comme parent, comment on fait pour pousser graduellement en bas du nid? Il y a quelque chose que, avec l'âge adulte qui est brutal, entre guillemets, donc on ne veut pas se construire un rôle social dans la société, l'identité, on arrive, puis oups, la scolarisation termine, là, on a la liberté de notre temps, mais aussi on a un grand vide devant soi. Puis pour des personnes qui n'ont pas la capacité de franchir ces étapes de vie-là d'un seul coup, de la même manière que la plupart des gens vont franchir des marches, bien, comment on construit des marches intermédiaires? Donc, quand on parlait de besoins sociopro, de stratégies d'intervention adaptées, c'est comment on construit des marches intermédiaires pour faire en sorte que la personne puisse se rendre du moins au prochain palier, puis espérer franchir le palier qu'elle voit les autres personnes autour d'elle parcourir. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont reliés avec valoriser les personnes, leur donner l'occasion dans les environnements de travail qu'on a expérimentés de se mettre en œuvre, de découvrir leur potentiel, de le développer graduellement pour trouver de la valeur à ce qu'elles font, trouver du sens, mais après ça aussi, eux aussi avoir l'impression de franchir les étapes de vie que la plupart des gens franchissent à l'âge adulte. L'INAB a permis ça. Est-ce que les épiceries, les milieux plus commerciaux ont permis cette progression-là dans l'insertion ou l'épicerie a dit non, on ne l'accueillera pas une demi-heure aujourd'hui, il n'y en a pas question. Mais tu sais, quand on parlait de différence de milieu, là, je pense que l'INAB, la chance qu'il y a, là, c'est qu'il y a une approche très pédagogique. Puis il y a eu, je dirais, des participants qui avaient un encadrement puis un accompagnement d'intervenants qui étaient sensibles un peu à cette question-là de dire on peut proposer des choses. T'sais. Tandis que dans certains milieux, en termes de compétences et de connaissances, ça reposait sur des individus qui, des fois, osaient pas on va dire pousser la personne à aller plus loin, où il y aurait peut-être eu un besoin un peu plus grand de formation puis de soutien à ce niveau-là, mais tu sais, ça reste que moi ce que je vois, c'est que le NAB était peut-être, on avait un contexte peut-être un peu plus propice à proposer une progression. Puis ça reste que même si on n'est pas obligé d'avoir autant d'intervenants, tout ça, pour comprendre la question de progression, puis de le proposer, mais reste quand même que parfois, c'est des gens qui sont là dans les milieux, qui accompagnent une personne qui vient dans le milieu quotidiennement, mais des fois, ils n'osent pas non plus, tu sais, parce qu'ils se disent... ce que je constate, c'est que c'est déjà difficile, j'oserais pas leur demander plus. Puis il y a plein de considérations, que c'est juste un dédommagement, que tu sais des fois il y en a qui viennent puis que tu sais ils voient beaucoup de fatigue du participant, fait que il y a comme une réserve là, un petit peu qui se fait par rapport à ça. Mais les employeurs, puis parmi les choses qui nous ont été nommées, puis notamment Guy qui a participé dans le projet, qui résumait ça d'une manière assez simple, les différentes postures ou positions dans lesquelles les employeurs, donc les milieux peuvent se placer pour accueillir une personne. D'une part, quelqu'un qui est vraiment en début de cheminement socio-professionnel, ben, l'accueillir, c'est un investissement de temps du milieu. Donc, la part de contribution aux activités de production de l'entreprise vont être moindres que ce que ça va demander d'encadrer, d'accueillir, d'accompagner la personne. Donc là, c'est vraiment
le fait pour une raison sociale, de vouloir contribuer. Après ça, cette personne-là, ben, éventuellement, s'achemine à s'approprier les tâches, la routine. Ben là, on peut avoir aussi un employeur qui va dans une position de win-win. Donc, dans le sens que ben, mon superviseur va prendre du temps supplémentaire pour accompagner, montrer, encadrer la personne que peut-être un autre employé, mais la contribution de travail va être équivalente. Donc, au final, je ne suis pas perdant. Puis la personne bénéficie d'un service, d'un stage, dans un environnement de travail dans lequel il y a un intervenant qui va aussi faire un bout de l'accompagnement. Mais éventuellement, ben, ces personnes-là peuvent être dans une position où l'employeur il va être gagnant parce que la personne va offrir un rendement de travail qui va être supérieur à ce que ça va coûter pour lui verser un salaire. Donc, et là, cette personne-là va avoir réussi à accéder à un emploi inclusif avec potentiellement certaines adaptations, avec un apprentissage de comment accompagner une personne qui a des besoins particuliers, qui a un autre fonctionnement comme personne autiste. Donc, ces trois distinctions-là, c'est un peu trois positions que la personne peut avoir, mais ça reflète aussi la progression qu'une personne doit faire, puis dans un horizon de temps qu'on ne connaît pas au départ. Donc, jusqu'où il faut s'investir, mais sachant que une expérience stimulante va nécessairement amener, et ce que le projet a démontré via les personnes, c'est que dans tous les environnements, il y a eu progression des personnes à différents degrés. Puis, cette progression-là, ces apprentissages se sont aussi transposés dans le milieu familial. C'est ce que des parents nous ont confirmé, que les gains qui ont été faits en milieu de travail ont aussi amélioré la qualité de vie des personnes dans leur milieu familial. Ben, dans la dernière étape de notre scénario d'insertion socio-professionnelle, dans l'expérimentation du projet, c'est vraiment l'évaluation de la recherche. C'est un peu la posture de recherche. L'évaluation fait partie du processus, mais je pense que l'évaluation, c'est une étape en soi qu'on avait identifiée dans le scénario, qui veut dire, on revient en amont, il y a eu préparation d'outils d'apprentissage, il y a eu l'adaptation de l'environnement. La personne progresse. Donc, à partir du moment où elle progresse, il faut aussi réévaluer ses besoins. Est-ce que l'environnement de travail convient toujours? Est-ce qu'on peut l'amener à cheminer davantage dans le processus? Donc, que ce soit d'augmenter les heures ou proposer, la personne est prête à peut-être qu'on fixe d'autres objectifs avec elle dans cette expérience de travail. Elle est peut-être prête à prendre en charge d'autres tâches qu'elle n'avait pas faites jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle est prête à ce qu'on l'amène à être plus autonome dans le travail? Donc, l'évaluation fait partie d'une manière de s'assurer que le scénario, c'est une manière de faire cheminer la personne d'un point de vue socio-professionnel. Ben, ce cheminement-là doit être entretenu et nourri et pas juste dire l'expérience va aussi être proposée. Ça s'arrête là, puis tu n'auras pas d'autres occasions de développer tes compétences puis de peut-être passer à l'étape suivante. Comment on va diffuser ça, ce projet-là, dans l'avenir? Là, on a voulu faire de la diffusion, si tu veux, des résultats de façon à ce que ce soit accessible, mais de le réfléchir pour peut-être différents types de personnes là, qui seraient intéressées par le projet de recherche. Donc, c'est sûr qu'on a fait des vidéos expliquant un petit peu le projet dans lequel Pierre-Luc on t'a interpellé au départ. Mais en termes d'autres outils, on développe des personas qu'on appelle, là, qui sont en fait des profils types un peu des participants qui ont été dans le projet de recherche, parce qu'on se rendait compte souvent que les intervenantes ou les intervenants qui nous interpellaient là, par rapport au projet, ils étaient curieux de savoir c'était qui nos participants en termes on va dire, de degré d'autisme, d'autonomie, bref. Fait qu'on a voulu sortir des profils types de nos participants. Donc ça va être accessible là, sur notre site. Là. Mais aussi, on a voulu la fameuse trajectoire là, qu'on a discuté aujourd'hui. Ben, en fait, on veut faire un document synthèse des différentes étapes, puis d'expliquer comment on l'a pensé, qu'est-ce qu'on a expérimenté, puis qu'est-ce qui en est ressorti finalement. Les résultats de recherche, ça s'adresse avant tout aux intervenants, aux familles et peut-être aux acteurs dans différentes régions qui, eux, veulent se mobiliser. Donc, c'est un projet où on a mobilisé des acteurs autour de la question. Donc, les premières personnes, je pense, qui peuvent
bénéficier des leçons apprises dans le projet, c'est les acteurs du milieu. Donc, les entreprises en font partie, mais ça repose avant tout sur les intervenants, le milieu de l'éducation, de la santé, de l'employabilité, puis les organismes qui ont peut-être d'économie sociale, qui mènent des activités en agriculture, en agroalimentaire et qui veulent développer un volet d'insertion pour accroître l'accès aux services dans leur région, qui peuvent bénéficier des résultats du projet, puis avec qui on peut partager notre expérience, ultimement. On a la chance d'avoir une seconde phase qui s'en vient, puis c'est sûr qu'à travers cette phase-là, il y a des éléments qui ont été, des constats de la première phase qui vont être injectés. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des outils qu'on produit, là, de connaissances, mais ces connaissances-là sont injectées dans les pratiques de la seconde phase. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on dit on est chanceux en même temps, parce que on a eu la chance de faire un premier projet qui était un peu plus en exploration, là, des potentiels agroalimentaires, mais là, on va, comme disait Jean-David, peaufiner un petit peu plus, puis, tu sais, là, c'est là où est-ce que c'est intéressant, parce qu'on injecte vraiment ces connaissances-là, on les applique. Parmi les choses qu'on veut explorer dans la prochaine phase du projet, il y a deux choses. Les partenaires nous ont signifié comment le fait de travailler autour d'un projet, ça a permis d'accroître la synergie, de mieux développer la collaboration. C'était aussi un des constats que dans le continuum de services pour une personne autiste qui veut cheminer donc dans sa transition de l'école vers une vie active, que il doit passer de différents services. Donc, on veut, dans la prochaine phase, c'est travailler cette collaboration pour poursuivre, de mettre des choses en commun entre les acteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer en s'inspirant de différents modèles, donc notamment le modèle de carrefour socio-professionnel, donc de différents expériences qui ont été menées ailleurs dans d'autres régions. Donc, comment on peut répliquer ça, mais en l'adaptant à l'agroalimentaire, en restant collé à notre domaine, puis aussi à notre réalité du territoire, de la région de Victoriaville. La deuxième chose, l'INAB s'est révélé comme un lieu avec un fort potentiel de jouer un rôle, de pouvoir bénéficier aux intervenants, donc du CIUS et des autres milieux qui sont venus fréquenter ce lieu-là, qui l'ont utilisé, qui se le sont appropriés dans une certaine mesure, mais le projet n'avait pas été réfléchi pour structurer ces activités-là. Donc là, on veut pousser plus loin, voir jusqu'où un milieu collégial, un espace où est donnée de la formation collégiale peut s'adapter pour devenir un milieu de formation, un lieu de travail adapté pour des personnes avec des limitations. Donc, ça, c'est les deux grands aspects de prochaine phase du projet dans lequel on s'est donné un horizon de 3 ans, puis de réfléchir à terme, dans 3 ans, comment, si ces éléments-là démontrent leur efficacité pour améliorer l'accès à l'emploi pour les personnes autistes en agroalimentaire et les autres personnes ayant des limitations, puisqu'on élargit aussi le bassin de personnes qui vont pouvoir participer au projet. Comment à terme, au bout de 3 ans, ces projets-là peuvent se pérenniser, parce que comme toute innovation, démarche d'innovation sociale, c'est beau de construire des solutions, mais après ça, il faut les penser pour qu'elles puissent se maintenir. Donc, quand on parle d'élargir le bassin, c'est que les personnes autistes, donc premièrement, c'est un spectre. On s'est aperçu dans le projet que ce spectre-là englobe des gens qui vivent l'autisme de différentes façons, donc pour qui les obstacles ne sont pas vécus et apparaissent pas de la même façon. Donc l'autisme aussi, parfois, il y a de la comorbidité, donc il y a d'autres éléments qui apparaissent comme enjeux, défis pour la personne. Et il y a d'autres personnes qui ont des limitations, notamment en déficience intellectuelle, qui vivent les mêmes obstacles à l'emploi. Donc, on a voulu élargir le bassin plus large à d'autres formes de limitations, de handicap qui limitent l'accès à l'emploi. La recherche Osiris, vous l'avez compris, a permis d'élaborer un grand nombre de techniques, de modes de fonctionnement et de canaux de communication, de préciser de nouveaux objectifs à atteindre, d'élargir la zone de confort de l'insertion en milieu de travail agroalimentaire de personnes autistes et de tout le monde autour de ceux-ci. Maintenant qu'on a tous ces beaux outils en main, il reste encore et toujours l'aspect le plus important pour la co-création d'un monde inclusif, la sensibilisation. Pour que tout le monde ait les mêmes chances de trouver sa place, il faut tout d'abord que tout le monde en ait le désir.
c'est pas à la responsabilité de la personne de s'adapter pour qu'elle soit inclue dans la société. C'est la responsabilité de la collectivité de s'adapter, de trouver les moyens d'intégrer les personnes qui sont en mesure de contribuer. Il y a une personne autiste qui disait « ça prend un village pour élever un enfant et ça prend une personne autiste pour la conscientiser ». Je trouvais ça beau. C'est parce que moi, je suis pas là si j'ai pas un enfant autiste. Fait que c'est elle qui a éveillé ça. Il y a peut-être ça qu'il faut pas oublier au final de tout ce projet-là. C'est un petit bout de chou de 10 ans là, qui m'attend à la maison. Là. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines.